Bonsoir, merci d'écouter Studio Lacan qui ce soir va consacrer l'intégralité de son émission à la question de l'autisme et de la politique de l'autisme. Studio Lacan a voulu s'informer sur ce qui se passe en matière de prise en charge et des possibilités offertes, mais aussi sur la question du diagnostic de l'autisme, entre maladies, troubles envahissants devenus spectres, mais aussi peut-être mode d'être et style de vie. Studio Lacan va s'informer aussi sur la recherche et les actions sur l'autisme qui sont données. En effet, en 2012, la question de l'autisme était devenue grande cause nationale et c'est devenu surtout à ce moment-là une bataille, comme l'avait écrit en son temps Éric Laurent, bataille des théories, mais aussi bataille des modes de prise en charge, tentative d'interdire la psychanalyse, la pratique psychanalytique dans les institutions, au profit de pratiques comportementales et cognitives, mais aussi combat pour les parents, pour les professionnels, pour avoir des places auxquelles s'est rajoutée la question de l'inclusion. Alors où en sommes-nous aujourd'hui, 10 ans après cette grande cause nationale et à la fin du 4e plan sur l'autisme qui se termine en décembre 2022. Alors, entre bilan et perspective, nous avons voulu en savoir plus. Parents, universitaires et praticiens vont intervenir tour à tour dans l'émission. Pour Un divan dans le monde, nous accueillerons Mireille Battu. L'écho de la clinique sera tenu par Ligia Gorini, qui nous parlera du livre de Jean-Claude Malval, La différence autistique. Et enfin, pour l'actualité de la psychanalyse, c'est Yves van der Weken, directeur du CERA, le Centre d'études et de recherche sur l'autisme, qui interviendra. C'est comment ? Bonsoir Mireille Battu. Bonsoir. Vous êtes la maman de 2 adolescents de 14 ans, dont un autiste. Cette expérience vous a amené à fonder en 2012 La main à l'oreille, une association de parents donc, pour promouvoir la place des personnes autistes dans la cité. Vous avez également rejoint le RAP, le Rassemblement pour une approche des autismes humanistes et pluriels. Et je ne détaillerai pas les nombreux autres engagements dans lesquels vous êtes prise. Vous intervenez également en divers lieux. Vous écrivez pour transmettre votre expérience et votre expertise dans le domaine de la politique de l'autisme. J'ai eu le plaisir de vous entendre à plusieurs reprises dans des congrès, des journées d'études, où vos positions sont toujours très argumentées et solidement étayées, par une connaissance élargie de la situation en France. Alors Catherine, je pense que vous avez une question pour Mireille. Oui, alors est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez rencontré la question de l'autisme et comment vous vous êtes engagé en fondant cette association et ensuite les autres engagements que vous avez eus ? Merci de me recevoir. Alors, comment j'ai découvert l'autisme ? Bien parce que il se trouve que, ayant eu 2 garçons jumeaux, à un moment donné, j'ai constaté une divergence entre l'un et l'autre.
Et bon, il est vrai que Louis, qui aujourd'hui est donc autiste, a eu quelques difficultés à l'entrée dans la vie. Donc, il a été malade, il a été hospitalisé, mais tout semblait revenu à l'ordre, dans la normale. Et puis quand même, il y avait quelque chose qui insistait, voilà, des petites choses que vous avez du mal à percevoir, un regard qui vous traverse, une forme d'être différent, voilà. Et forcément, à un moment donné, je me suis dit, ça ressemble à de l'autisme, mais voilà, c'était une perception un peu difficile à étayer, quoi, en fait. Bien, donc petit à petit, dans les rencontres avec des professionnels, ça s'est imposé, et donc donc ils sont nés en 2008, donc en 2012, Louis avait 4 ans, de même que son frère Georges. Et la question se posait de la maternelle, de l'évolution vers l'école. Et là, effectivement, la difficulté était telle, la marche était difficile à franchir, quoi. Donc j'étais dans cette recherche, les débuts des consultations, etc. Et c'était là qu'est arrivée l'année Grande Cause de l'autisme, Grande Cause nationale. D'accord. Et la 2012. 2012. Et la fondation, alors, de la main à l'oreille, peut-être vous pouvez nous dire voilà un mot c'est là que, en 2012, j'entends ce discours qui me dit, voilà comment vous devez faire avec votre enfant. Puisque moi, je l'ai ressenti comme tel. C'était une injonction. C'est ça la bonne méthode. Et il y avait des choses qui, dans les dites bonnes méthodes, me choquaient, à savoir notamment la forme de contrainte qu'il y avait à avoir le bon comportement, alors que moi, j'avais plutôt l'intention de partir de la relation avec l'enfant, de ce que me disait, de ce que me témoignait l'enfant pour l'accompagner. Voilà. Donc cette forme de réaction m'a conduite à me dire, ben non, c'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça. Et à me rendre compte que d'autres pensaient la même chose. Et donc c'est comme ça que nous avons fondé l'association La Main à l'Oreille, où le premier objectif, c'était de témoigner d'un abord singulier de l'autisme. C'est-à-dire, voilà, il y a un enfant et un autre enfant, et une famille et une autre famille, et chacun d'entre nous est différent. Et au fond, en tant que parent, comment avez-vous vécu, ou comment voyez-vous les différents plans autisme qui ont été mis en place par les différents gouvernements? Nous sommes évidemment appelés à, dans l'entrée dans la vie, dans la citoyenneté, dans la vie sociale. Eh bien, il y a les étapes, il y a la scolarité, les controverses autour de l'autisme ont amené à ce que, à un moment donné, le 3e plan autisme, qui a été porté en 2013, s'est fait en fait l'écho de toutes ces controverses. C'était un plan où la question du diagnostic le plus précoce possible et aussi des bonnes méthodes a été assez prégnante. Voilà. Pour autant, ce plan, il s'est déroulé de 2013 à 2017. En fait, moi, j'ai vécu 2 plans autisme. Voilà. Donc 2013-2017, puis 2018-2022. Voilà. Donc, des plans autisme, en fait, c'est des lignes directrices, parce que, évidemment, l'essentiel de la situation des familles est traité sur la base des budgets globaux, enfin, de l'éducation, du médico-social, etc. Donc le plan, il vise à orienter vers certains objectifs politiques. Bon, le résultat du premier plan autisme a finalement été relativement décevant pour les autorités politiques, parce que finalement, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de méthode miracle. Et qu'à partir de là, il fallait bien se rendre à l'évidence que
l'autisme est une condition qui est durable, hein, et qu'il faut aborder à tous les âges de la vie. Hein. Donc, en fait, à un moment donné, l'idée qu'on allait pouvoir, avec un effort important sur les premières années de la vie, de méthodes comportementales, arriver à faire en sorte que les gens suivent un cursus normal. Bon, cette idée, elle ne s'est pas imposée. Enfin, elle n'a pas. Ce que vous nous dites là, c'est qu'au fond, l'accent a été mis donc sur le diagnostic le plus précocement possible, donc plutôt la mise en avant du discours médical. Oui, alors, en effet, on va dire que la période du premier plan autisme, il y a un croisement entre un discours médical et un discours sur le handicap, parce qu'en fait, si on peut dire que la révolte des parents, à un moment donné. Hein, on peut aussi dire que ça a été une révolte des parents contre le discours médical. Hein. Donc c'est pour ça que c'est paradoxal. Hein. Puisque les parents disent il nous faut des méthodes éducatives pour que les enfants puissent aller bien, voilà. Mais c'est pas les médecins, c'est pas c'est pas la psychiatrie, c'est pas la psychanalyse, c'est pas tout ce discours médical qui accompagnait. A été remis en cause. Hein. On ne veut pas de soins, on veut de l'éducation. Donc ça, c'était la première évolution du discours. Hein. C'est-à-dire que les parents disent non, voilà, il nous faut de l'éducation et de l'éducatif. Et puis on voit bien, c'est ce que j'essaie, que à l'issue de ce troisième plan autisme, hein, on voit bien que les résultats sont pas forcément là. Hein. Donc vous trouvez que la situation ne s'est pas améliorée depuis le premier plan autisme ? Alors, comment le dire ? Je suis pas sûre qu'on puisse parler de... Enfin, la question de l'amélioration, c'est une naïveté quelque part, puisque l'autisme, c'est une condition qui va accompagner la personne pendant toute sa vie. Donc toute la question, c'est justement... Mais la situation pour les autistes, mais la situation pour les autistes ne s'est pas améliorée. Voilà, elle ne s'est pas améliorée. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, donc au moment où arrive la réflexion sur le quatrième plan autisme, hein, on remet les choses sur le tapis et on dit mais comment on va améliorer la situation Et le quatrième plan autisme, qui maintenant s'appelle Stratégie pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, on voit bien qu'il y a une approche scientifique qui n'est pas tout à fait l'approche médicale. Hein ? L'approche scientifique, c'est on revient vers la recherche et on dit, avec la recherche, on va trouver des réponses. Donc, dans le quatrième plan autisme, il y a cette dimension de la recherche qui est plus importante que dans le précédent plan. Qui était plus médical, alors. Qui était peut-être plus handicap, plus éducatif. Hein, éducatif et handicap. Donc la recherche, elle porte sur le neuro, sur la génétique ? Oui, tout à fait. Le neuro, la génétique, mais là aussi, hein, les premières années de la vie quand même. Hein, donc se dire, on essaye quand même de voir qu'est-ce qui peut, entre guillemets, prévenir l'autisme. Hein. Donc c'est une vraie question. Enfin, est-ce que ça se prévient ? Ça se prévient pas. Voilà. Bon. Donc c'est là que quand même arrive progressivement, mais de façon qui n'a pas été perçue comme par les politiques publiques, un autre discours qui est important, qui est celui de l'inclusion. On arrive à cette question de l'inclusion. L'inclusion, c'est pas l'intégration. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'éduquer les enfants ou pour qu'ils aient un bon comportement et puis qu'ils puissent suivre comme tous les autres. Hein ? Donc, on met l'accent sur le fait que l'autiste, il a une différence et que c'est peut-être la société qui pose problème et qui n'arrive pas à absorber cette différence ou à lui répondre ou à mettre en place les conditions favorables pour que la personne puisse évoluer. Vous diriez que le signifiant inclusion, il est arrivé quand ? Et comment ? Alors, en fait, en France, il est arrivé relativement tard. Moi, je l'ai vu arriver vers
de 2015-2016, enfin bon, vous voyez, on le voit arriver dans le 4e plan, puisque le terme est employé, alors que dans les bonnes pratiques, enfin dans les recommandations de bonnes pratiques, le terme inclusion n'était pas présent. Donc on avait bien, il est arrivé à un moment donné, alors qu'en réalité, il existait antérieurement, mais sans que les Français l'utilisent vraiment. Mais il existe dans la Convention des Nations Unies qui a été signée par la France sur le handicap, mais dont on n'a pas pris la pleine mesure. Bien, si vous êtes d'accord Mireille, on va s'arrêter là pour écouter la chronique de l'écho de la clinique et on reprendra ce débat sur la question de l'inclusion, que peut-être on distinguera de l'intégration, oui. Pour donner un peu l'enjeu des débats actuels. Et donc nous allons écouter maintenant l'écho de la clinique en accueillant Ligia Gorini, qui va nous parler du livre de Jean-Claude Malval, La différence autistique. Ligia Gorini, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes psychiatre, chef de pôle à l'établissement public de santé de Villévrard. Vous êtes aussi membre de l'école de la cause freudienne et de l'AMP. Et vous avez été coordinatrice des enseignements du CERA. Vous venez nous parler du dernier ouvrage de Jean-Claude Malval, La différence autistique. Jean-Claude Malval, qui est professeur émérite à l'université de Rennes 2. Cet ouvrage s'intitule, comme Catherine vient de le dire, La différence autistique, et il est paru aux presses universitaires de Vincennes en novembre 2021, dans la collection Arguments psychanalytiques. Je vous laisse la parole. Merci Cathy. Je voulais en effet vous présenter cette actualité à la fois clinique et politique. Jean-Claude Malval nous propose une approche psychanalytique originale de l'autisme, radicalement nouvelle selon ses propres mots, qui constitue un outil indispensable à tous ceux qui s'intéressent à la question. Son livre est le fruit de nombreuses années de recherche. C'est une œuvre majeure, un magnum opus, comme le qualifie Jacques-Alain Miller dans sa préface. Il dit du livre qu'il est si riche et complexe, si abondant et neuf, qu'il ne manquera pas de nourrir des débats à foison. C'est déjà le cas et nous en sommes très contents. Alors, la littérature sur l'autisme est absolument foisonnante. En quoi cet ouvrage est lui-même différent ? Pour parler de la différence autistique, ouais. Oui, moi je dirais que son côté extraordinaire relève du fait que Malval s'est consacré à une étude minutieuse d'observations cliniques de praticiens, psychologues, psychothérapeutes, auxquelles s'ajoutent des observations des parents et aussi les témoignages de l'autisme par des autistes, par les autistes eux-mêmes, depuis les publications d'ailleurs de Tempo Grandin, de Donna Williams et jusqu'à cette écriture formidable et poétique d'un Daniel Tammet. Le livre est en effet bien différent des traditionnels manuels sur l'autisme, puisqu'on n'y trouvera pas ni de recommandations de bonnes pratiques à suivre, ni de protocoles préétablis. Nous pouvons prendre par exemple toute la partie du livre qui est dédiée aux divers usages, modalités d'usage de la parole chez l'autiste. L'éclairage de Malval nous permet de comprendre, de saisir que toutes ces palettes linguistiques présentes dans l'autisme constituent autant de stratégies pour contourner un point d'impasse, pour traiter aussi les circuits de la voix. Et c'est très important ça, parce que pouvoir repérer la logique qui est en jeu pour un jeune sujet permet de mieux l'accompagner en tant que partenaire au quotidien, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le cadre d'un travail institutionnel. J'ai l'idée que c'est là le pari et à la fois la force de l'ouvrage. Et au fond, la différence autistique alors, ce serait quoi ?
Oui, la question me permet d'aborder un choix de l'auteur Jean-Claude Malval, plutôt que d'évoquer l'autisme comme une entité nosographique. Il le présente en tant que différence. Or, le titre du livre fait penser à cette différence revendiquée par les autistes eux-mêmes. Mireille disait tout à l'heure, c'est comme une forme de vie, comme un style, comme une façon d'être au monde qui est spécifique à l'autisme et qui n'a rien à voir avec un quelconque déficit. Et Jacques-Alain Miller, d'ailleurs, nous indique à ce propos que les autistes se sont mis, depuis quelques années, à se poser en sujet de droit, qui se sont organisés en communauté, qu'ils interviennent désormais dans la clinique qui les concerne. Cette démarche s'inscrit dans cette tendance actuelle à la dépathologisation de la clinique qui vient là comme réponse à cette stigmatisation de la maladie mentale, ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime. Mais alors que les militants de la dépathologisation défendent une logique universelle, c'est tout le monde différent, donc d'une certaine manière nous sommes tous égaux puisqu'il ne s'agit plus de maladies, le discours analytique soutient la position subjective d'un sujet, qu'il soit autiste ou pas d'ailleurs, dans sa singularité. Voilà, l'opposition entre différence et singularité. Alors comment s'orienter dans ce cas alors ? Ah oui, justement, Malval nous donne une piste que je trouve précieuse sur la façon de subvertir le discours courant. Quand il se penche, comme je disais, sur l'expérience vécue des autistes, vraiment, un par un, sans préjugés, à partir du détail de leurs témoignages, il arrive à déplacer le sens du mot différence. Pardon. Et il nous montre à quel point les autistes diffèrent entre eux de manière très subtile. Donc on comprend mieux ce pourquoi le dernier plan autisme, là encore Mireille l'a évoqué si finement, il bute sur sa politique d'inclusion à la faveur d'une société qui serait respectueuse de la différence, qui lui accorderait une place. On constate que parfois ça ne marche pas si bien malgré toute bonne volonté, parce que à force de vouloir faire entrer la différence dans une logique universelle, on oublie l'essentiel qui est donc de faire signe à la singularité de chacun. Et pour le dire avec Éric Laurent, dans une formule que je trouve si juste et très jolie, faire signe à la singularité dans toute sa diversité. Bien. Voilà. Eh bien, merci Lygia. Ceci va peut-être nous aider à reprendre un peu le débat sur cette opposition entre différence et singularité et entre intégration et inclusion. Au fond, peut-être vous pouvez en dire un mot, puis nous dire au fond, peut-être très concrètement, ils sont où les enfants autistes aujourd'hui en France ? Bien. Alors, oui... Je voudrais reprendre la question de l'inclusion et puis après aborder la question de où sont les autistes. C'est vrai que on peut se retrouver avec quelque chose qui est de l'ordre de l'injonction. Il y avait le soigne-toi, ensuite il y a eu le éduque-toi, voilà. Et puis maintenant il y aurait le inclus-toi. Bon. Donc, effectivement, si on en reste là, on voit bien que dans chacun de ces discours, dans leur succession, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est surplombant. Et le seul moyen, finalement, de s'en sortir, c'est celui de retrouver la subjectivité. C'est ce que vous disiez. Finalement, le point aveugle, c'est celui du sujet. Et c'est le sujet qui subvertit chacun de ces discours. Chacun. Bon. Donc, et l'inclusion ne fait pas exception. C'est ça la vraie inclusion, au fond. Mais oui. Et c'est là qu'on réussit à redialectiser la situation et à se saisir du thème, mais en le transformant à partir de nos existences à nous. Voilà. Donc effectivement, moi ce discours, j'ai eu du mal au début, parce qu'effectivement il est arrivé de façon insaisissable, et puis il correspondait à rien de ce que nous vivions. Enfin,
C'est une belle idée quand même. C'est une belle idée. Alors, c'est une belle idée, mais voilà. Alors, qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous vivons? Donc voilà, nous avons nos enfants qui vont... nous allons en tant que famille remplir un beau dossier à la maison, que nous allons envoyer à la maison du handicap. Et nous allons attendre quelques mois et la maison du handicap va nous renvoyer une orientation. Alors, l'orientation, c'est soit vous allez à l'école avec un accompagnant, aux besoins mutualisés, n'est-ce pas ? Soit vous êtes orienté vers le médico-social, les instituts médico-éducatifs. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une place derrière. Ah, mais alors attendez. Notification. Là, nous sommes dans la notification. Et donc, ça a déjà mis plusieurs mois. Hein. Et donc, vous recevez cette notification, et ben vous allez appeler chacun des établissements qui est sur la liste. Et puis, vous allez aussi attendre les commissions qui vont se réunir. Et au bout de quelques mois, vous allez apprendre que, ben non, il n'y a pas de place parce que vous êtes en liste d'attente. Bon. En réalité, c'est pas très difficile de le savoir parce que tout le monde le sait. Si vous allez voir les assistantes sociales au CMP, au centre médico-psychologique, elles savent que les listes d'attente, elles font des années. C'est-à-dire que vous avez, donc vous le... Bon. Mais il faut quand même remplir son dossier. Et pendant ce temps-là, donc, on parle d'inclusion. Mais où sont cette histoire ? Où sont nos enfants ? Oui. Où sont nos enfants ? Eh bien, ils sont à la maison. Et vous savez comment on les appelle ? Inclus à la maison. Incroyable. Quel cynisme. Alors... Oui, voilà. Mireille, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des institutions spécialisées ? Est-ce que vous pensez que ce sont des ghettos ou bien qu'elles sont nécessaires ? Alors ça, c'est une question très compliquée. D'abord, je ne peux pas dire que je pense quelque chose des institutions en général. Ça n'a pas de sens en soi. Hein. Donc, il y a autant d'établissements, autant de situations que d'établissements. J'ai envie aussi de dire une autre chose. Enfin, moi, j'ai fait du droit institutionnel dans mon parcours. Voilà, les institutions, une société ne peut pas vivre sans institutions. Bien. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'une institution ? Foucault nous dit, une institution, c'est l'école, la police, la prison, l'école, tiens. L'école est une institution. Bon. Donc, je reviens, je dis, ok, l'école est une institution. Mais effectivement, c'est l'institution la plus verticale, la plus centralisée, la plus rigide. Et alors, je vous réponds maintenant à votre première question. Qu'est-ce que je pense des institutions ? Voyez bien, certaines institutions, celles du médico-social, sont considérées comme ségrégatives. Voilà. Donc en fait, il faut reformuler la question. Hein. Vous avez l'école pour tous, dans laquelle il faut être intégré, parce que moi je prétends dire qu'on ne peut pas être inclus à l'école aujourd'hui, c'est pas vrai, on est intégré à l'école, c'est-à-dire selon la définition des Nations Unies. Hein. Selon la définition des Nations Unies, on est intégré à l'école parce qu'on respecte les règles et les lois de l'école. D'accord ? Et l'école n'a jamais fait le moindre effort pour vous inclure. Bon. À partir de là, dans quoi est-on inclus ? Dans les institutions ségrégées. Mais finalement, est-ce que la ségrégation ne se reproduit pas partout ? Et parce que effectivement, on va aller à l'école pour tous, mais effectivement, on ne va pas suivre le même cours. Et alors ? C'est très, très important ce que vous dites là, Mireille, parce que il y a cette volonté d'inclusion qui, paradoxalement, est à l'origine de la ségrégation, enfin d'une sorte de ségrégation. Alors, vous avez tout à fait raison. Et c'est très très ancien dans l'histoire française, hélas, parce que j'ai essayé de comprendre comment on en était arrivé là, parce que, y compris quand on regarde par rapport à d'autres pays en Europe, on est quand même, on en tient une couche. Hein. Donc j'ai essayé de comprendre. Et il faut remonter jusqu'à l'école publique, la fondation de l'école publique, hein, Jules Ferry, 1882. Hein, donc on fonde l'école publique, et puis quelques années après, vers 1900, vous avez un ministre de l'instruction publique qui dit « Oh là là, on est embêtés ». Les enfants arriérés, à l'époque on les appelait comme ça, hein,
sont hors la loi. Ils sont hors la loi parce qu'ils ne vont pas à l'école. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on fait une commission pour réfléchir à ce qu'on va faire de ces enfants hors la loi parce qu'ils ne suivent pas l'école. Et là, effectivement, c'est là qu'on décide que, pour certains, ça ne vaut pas la peine. Et donc, on va construire autre chose, des établissements spécialisés, mais qui ne dépendent pas de l'éducation nationale. C'est là la différence. C'est qu'en France, on a séparé l'éducation nationale et l'éducation des autres. D'accord ? Dans d'autres pays, on a fait un petit peu différemment. Mais il faut se rappeler de tout cet héritage pour le comprendre. Et aujourd'hui encore, l'éducation nationale ne connaît pas nos enfants. Pourtant, en 2005, il a été dit que tous nos enfants sont inscrits à l'école. Donc c'est la loi sur le handicap. Hein. Tout enfant est inscrit à l'école. Mais tout enfant ne fréquente pas l'école. Voilà, il est inscrit. Bon, on ne sait pas ce qu'il devient. Alors, à ce propos, il y a du nouveau au niveau de la loi, comme toujours. Hein, et donc, il y a une loi de séparatisme, peut-être vous allez dire de séparatisme, contre le séparatisme, dont vous allez nous parler, qui est peut-être un levier pour... Alors, peut-être pour pouvoir, au fond, faire que les choses se retournent en faveur des enfants aujourd'hui autistes qui sont à la maison parce qu'ils n'ont pas trouvé place, ils ne peuvent pas rester en classe, c'est ça, ne trouvent pas de place dans les institutions spécialisées, ne peuvent pas rester en classe. Et donc cette loi, voyons, peut-être vous pouvez... Alors je ne sais pas. Enfin, pour l'instant, il y a quelque chose qui a un petit peu changé. Vous voyez, on parle de l'instruction obligatoire. Hein. Or, il était convenu, jusqu'à l'année dernière, que cette instruction peut être donnée par les parents. Bon, voilà. Donc, il suffisait de déclarer, et puis vous faisiez l'instruction à domicile. C'était une liberté familiale. Or, en 2021, une loi est votée qui vise à s'assurer que tous les enfants vont bien à l'école, parce qu'il y a toujours des risques de séparatisme. D'accord ? Des risques de... Voilà. Donc, on veut absolument s'assurer que tous les enfants aillent bien à l'école. On vise certains types de populations qu'on veut surveiller, d'accord ? Et on oublie qu'il y a des handicapés qui, eux, vont pas à l'école. Ça, on l'a complètement oublié. Hein ? Et puis après, on se rend compte qu'il faut quand même faire quelque chose. Il y a un décret qui sort en février de cette année et qui dit, pour les handicapés, de même que pour ceux qui ont une condition, une malade, ou des motifs sérieux, eh bien, les familles vont demander une autorisation. Donc, il faut qu'on demande une autorisation à l'avance pour l'année scolaire suivante d'avoir le droit d'instruire nos enfants à la maison. Mais on est obligé de le faire. C'est-à-dire que nous, qui n'avons rien demandé, qui voulons que nos enfants soient instruits dans un cadre collectif, eh bien, le décret dit que nous sommes obligés de demander l'autorisation de les instruire à domicile. Comme s'il fallait demander une dérogation, quoi. Ben oui. Ouais. C'est plus qu'une dérogation. Alors qu'il n'y a pas forcément de place à l'école. Alors que s'ils sont à la maison, c'est parce qu'il n'y a pas de place pour eux. Donc, parce que l'État n'assume pas ses obligations, finalement. Bien, alors je disais en commençant que le plan autisme va se terminer en décembre 2022. Il va y avoir un nouveau ministre de la Santé, un nouveau ministre de l'Éducation. Donc on attend beaucoup. Peut-être vous auriez une parole, un souhait à dire à la fois aux parents, aux professionnels et puis peut-être aux administratifs et politiques sur cette question-là, pour conclure. Peut-être que le souhait serait que... on considère qu'il faut une flexibilité et une attention à chaque enfant beaucoup plus importante que ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se remettre en cause. Et se remettre en cause dans le contexte du fonctionnement des institutions en France, c'est d'accepter que l'éducation nationale se concerte avec le département, avec tous avec le sanitaire, le médico-social, dans une concertation qui soit permanente. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on suit l'enfant,
on fait évoluer le cadre. Alors qu'aujourd'hui, il faut prévenir plusieurs mois à l'avance pour l'année scolaire suivante et que c'est extrêmement cloisonné. Donc tant qu'on n'aura pas changé ce système extrêmement cloisonné, on aura des enfants qui pâtissent de la situation et qui pourront pas supporter ce qu'on leur fait vivre. Et j'ai envie de dire que si on fait ça pour nos enfants autistes, eh ben on le fera pour tous les enfants. Et tout le monde s'en trouvera beaucoup mieux. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci effectivement de ce retournement. Au fond, l'autisme, les autismes nous poussent à devenir, au fond, plus ouverts à la diversité et à la différence que ne le font les grands plans. Oui, voilà. merci. Ils nous poussent à circuler. Voilà. Oui. Bien. Il me reste à remercier Ligia Gorini. Nous allons maintenant... Merci à vous. Merci Mireille Battu. Nous allons maintenant écouter l'actualité de la psychanalyse avec Yves van der Wecken. Bonsoir Yves van der Wecken. Bonsoir. On vous connaît déjà sur Studio Lacan, où nous vous voyons régulièrement ici, à nos places, puisque vous présentez des émissions. Mais aujourd'hui, vous êtes notre invité, en tant que directeur du CERA. Je rappelle que vous êtes également membre de l'école de la cause freudienne et de l'AMP, mais aussi que vous êtes directeur thérapeutique au Courtil. Courtil, qui est une institution qui accueille des enfants autistes et psychotiques à l'Ers Nord, sur la frontière française. Côté belge, mais juste sur la frontière. Tout à fait. Donc, Yves, pourquoi le CERA ? Oui, donc le CERA, le Centre d'études et de recherche sur l'autisme, est en fait une réponse institutionnelle à un moment. Ce moment qu'on peut situer en fin de l'année 2016, où il y a eu le dépôt par un parlementaire militant d'un projet de résolution clairement d'inspiration on va dire autoritaire et illibérale pour imposer des techniques, les techniques comportementales et cognitives, un dépôt d'un projet de résolution qui visait à faire condamner et interdire, ce sont les termes, par le gouvernement la pratique de la psychanalyse avec les autistes. Alors la résolution n'a pas été adoptée, mais l'action que l'école de la cause freudienne avait menée avec d'autres associations d'ailleurs psychanalytiques à l'époque a révélé en quelque sorte l'état d'ignorance par manque d'information dans laquelle se trouvaient les parlementaires et le grand public, je dirais, quant à ces questions, voire la véritable désinformation qui avait cours par des campagnes d'opinion répétées sur la psychanalyse quant à sa pratique avec les autistes. Oui, alors je rappelais là tout à l'heure, pourtant c'était décrété comme grande cause nationale en 2012. Et au fond, l'autisme est tout de même un enjeu majeur. Alors, oui, effectivement, c'est un enjeu majeur. D'ailleurs, on l'a entendu, mais l'autisme est aussi devenu un signifiant maître, comme s'exprimait Lacan, de l'époque. Alors, pourquoi, comment, ça reste un peu à élucider, mais d'abord, il y a les raisons ô combien légitimes. On vient d'entendre, c'est-à-dire le manque de places d'accueil, de structures adaptées et de moyens qui laissent de nombreuses familles dans des situations dramatiques. Souvent seules, Mireille Battu l'a évoqué, à devoir faire face à l'accueil, aux soins, à l'éducation de leurs enfants autistes, qui sont, eux, souvent exclus ou qui peinent à trouver une place dans les réseaux d'accueil ou d'éducation classiques, je dirais. Parce que l'autisme, dans ses formes qu'on pourrait qualifier de profondes, est une détresse psychique extrême, quand même, sévère, qui s'accompagne parfois de comportements extrêmement destructeurs, très graves, des crises d'angoisse, de colère ou de violence aiguë, voire des automutilations. Et l'abandon face à ces situations est inacceptable. Mais au fond,
est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres raisons ? Oui, comment dire, c'est devenu un signifiant maître de l'époque parce que l'autiste est aussi passé, je dirais, dans l'imaginaire collectif comme quelqu'un qui s'isole, qui refuse les communications sociales, et communications sociales qui sont extrêmement promues comme un idéal dans nos sociétés. Et puis on rencontre aussi parfois chez l'autiste des performances étonnantes dans le domaine du savoir pur, de l'intellect, détaché du sentimental et de l'affectif, comme par exemple des capacités de calcul incroyables, des mémorisations hors normes, etc. Et au fond, le film Rain Man a popularisé cela. Bref, dans ces capacités-là, il y a comme un mode d'être aussi de l'autiste qui résonne avec l'emprise, je dirais, de la technique et du chiffre sur une société numérisée. Et donc l'autisme présente dans ses symptômes une dimension qui parle à l'époque ou même qui est de l'époque. D'où effectivement une espèce de fascination, je dirais aussi que l'autisme emporte dans nos sociétés. C'est ça qui explique l'extension du domaine de l'autisme, de son champ, puisque ce n'est plus seulement un trouble de développement, mais le spectre autistique qui devient plus important que l'autisme lui-même. Oui, d'ailleurs, on finit par plus s'y retrouver. Oui. Et effectivement, il y a un mouvement qui fait que l'autisme finira par être diagnostiqué à une échelle de masse. Je pense qu'on dit que maintenant, presque un garçon sur 50... Ce sont des prévalences énormes, des personnes se découvrent autistes, ils reconnaissent des traits de leur personnalité. Bon, c'est un mouvement, c'est un fait, mais en même temps on y perd en rigueur aussi. L'autisme est quand même un syndrome précis, isolé par un psychiatre, Léo Kanner, dans les années 40, et sa description qu'il fait de l'autisme est, comme je disais, extrêmement précise, elle est clinique. C'est vraiment dès le plus jeune âge, un penchant à la solitude, une relation élective et intelligente aux objets qui sont par essence inanimés et qui contrastent justement avec l'indifférence à la relation aux autres, aux êtres humains, aux personnes. Et puis surtout, un des traits fondamentaux aussi, c'est une volonté absolue d'organiser son monde de façon rigide, constante et répétitive. Et dès que cette immuabilité ou que l'exigence que tout reste identique se trouve bougée, c'est pour les autistes intolérable et ça provoque, comme je le disais, ça peut provoquer, comme je le disais tout à l'heure, des crises de panique massives. Le nom même d'ailleurs d'autisme est issu du corpus théorique de la psychanalyse, c'est une contraction d'auto-érotisme. C'est pour signifier quelque chose, un repli sur soi ou sur ses habitudes. Et puis il y a un autre psychiatre connu, Asperger, qui a quant à lui isolé dans ce tableau clinique de Kanner les compétences parfois remarquables dont je parlais, qui peuvent s'y développer dans ce tableau clinique. Et cela a donné ce que l'on appelle maintenant l'autisme de haut niveau. Ah, c'est ça le ressort positif de l'autisme ? Oui, en tout cas, c'est la dimension qui permet de prendre appui sur ce qu'on appelle les intérêts spécifiques de l'autiste, ses affinités aussi. Il y a toute une thérapie qui se dit affinity thérapie, qui prend appui sur justement ses savoirs, ses intérêts spécifiques, les affinités, pour espérer qu'elles se développent, s'enrichissent, se complexifient, jusqu'à aboutir parfois à ce que Jean-Claude Malval, dont on a présenté le livre, qualifie de réussite existentielle les plus hautes dans l'autisme. Et donc, oui, ça donne une voie pour la thérapeutique, un espoir, mais il y a une autre face à ça aussi, c'est que ça peut être idéalisé et se transformer en un impératif rééducatif, puisqu'il y a cet horizon-là de ces réussites exceptionnelles. Et cette idéalisation, c'est la voie dans laquelle se sont engouffrées certaines idéologies, voire certains intérêts obscurs. Je dirais. Lesquels, alors ? En fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'accent mis uniquement sur les compétences range l'autisme au niveau d'un déficit cognitif.
Et il est alors versé, on l'a entendu, dans le champ du handicap, et ça conduit à privilégier, en quelque sorte, la seule voie des apprentissages et de l'éducation pour le mot m'échappe là, mais stimuler l'enfant autiste. Alors les techniques comportementales et cognitives voient dans l'autisme le paradigme de leur méthode, tant il est vrai, comme je l'indiquais, que l'autiste parie en quelque sorte sur le mental, la répétition des actions, la reproduction de situations, la mémorisation de patterns simples qui sont privés de sens, pour maîtriser en quelque sorte le caractère aléatoire et intrusif de son environnement pour se rassurer. Et donc, appuyer sur ce côté-là et ce que proposent les techniques comportementales et cognitives séduit les pouvoirs publics, puisqu'au fond, ça donne l'idée que on suffirait de mettre en place des centres de diagnostic, au fond, et on diagnostique de plus en plus les troubles psychiques de l'enfance comme étant autistiques, et puis on transmet des techniques d'apprentissage et de rééducation spécifiques sous forme de protocoles, Mireille Battu en a parlé, des protocoles à suivre par les enseignants, par les parents, et chacun se retrouve après seul face à son enfant autiste et son protocole à appliquer. Ceci dit, on vend ainsi une soi-disant efficacité, une simplicité à un moindre coût. Alors, il nous faut aller plus vite et donc aller vers la conclusion. En un mot, et la psychanalyse là-dedans. C'est-à-dire, quelle que soit la cause de l'autisme, l'autisme est aussi surtout une expérience d'angoisse archaïque existentielle majeure. Face à un monde subjectif qui est désorganisé pour le sujet autiste. D'où sa stratégie d'ailleurs de maîtrise absolue. Et les autistes qui arrivent à témoigner de leur parcours de vie rejettent en général dans leurs témoignages les protocoles éducatifs pour indiquer que c'est toujours par une voie singulière qu'ils ont pu trouver des stratégies qui leur permettent de vivre mieux, au fond, avec leurs angoisses. Et ces stratégies, Mireille Battu le disait, sont toujours diverses, toujours uniques, non protocolisables, souvent très complexes parce qu'elles sont humaines et qu'elles sont psychodynamiques. Alors la psychanalyse, elle creuse, je dirais, toujours plus cette voie pour proposer un accompagnement sur mesure au sujet autiste à partir de ces stratégies subjectives propres et de ces impasses. Ces stratégies subjectives sont avec le sujet autiste, avec lui, à cerner, à extraire, à construire minutieusement pour éventuellement pouvoir lui apporter une aide pour les développer et les orienter dans une direction, je dirais, favorable. D'accord. Et au fond, le CERA, je disais que c'était une invention institutionnelle, s'est prononcé pour une liberté de choix des méthodes, qui peuvent d'ailleurs être complémentaires. Et le CERA poursuit cette veine de recherche et d'études continues en offrant un espace d'enseignement mensuel où se retrouvent d'ailleurs les parents, des praticiens et même des autistes pour mettre en commun leur expérience et pour essayer justement de s'enseigner de ce savoir clinique autiste. Il y a des ouvrages qui sont parus issus, dont un premier ouvrage qui s'appelle « Parents et psychanalyse pense l'autisme », qu'on a vu, je pense, et qui, ainsi que d'autres publications. Voilà. Eh bien, merci. Donc, le travail reste à faire, ensemble, mais un par un, chaque autiste. Cathy, merci pour cette émission. Yves, merci Catherine. Voilà, l'émission de Studio Lacan est terminée. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 18h30 pour un nouveau Studio Lacan. Bonsoir.